Bonjour tout le monde, donc troisième séance on va dire de révision, que j'ai appelée aujourd'hui l'incontournable en arithmétique. Donc c'est une séance qui est datée du lundi 23 mars 2020 et voilà, on va donc aborder les éléments importants. Donc on va commencer d'abord par une écriture générale. D'abord bien maîtriser la notion de multiple et la notion de diviseur. Donc, nous avons, alors en général ici pour le CRPE, quand je dis entier naturel, c'est entier naturel, c'est-à-dire en principe, je ne fais pas référence aux entiers relatifs, n'est-ce pas? Hein, je ne fais pas référence aux entiers relatifs, puisque au CRPE, on ne travaille qu'avec les entiers naturels pour ce qui est de l'arithmétique, j'entends. Donc, il faut savoir que les propositions suivantes, elles sont toutes équivalentes. Dire que A est un multiple de B, hein, dire que A est un multiple de B, ou que A est divisible par B, ou que B est un diviseur de A, ça veut dire exactement la même chose. D'accord? A est un multiple de B, A est divisible par B, ou B est un diviseur de A, c'est pareil. Maintenant, comment on traduit le fait que petit a soit un multiple de B? Dire que petit a est un multiple de B équivaut à dire qu'il existe un entier naturel K tel que A égale à K fois B. Dire que, dire que 28, 28 est un multiple de 7, je dis que 28 est un multiple de 7 car il existe un entier K égal à 7, à 4, tel que 28 est égal à K fois 7, à 4 fois 7. Donc 28 est un multiple de 7 car il existe un entier K égal à 4, tel que 28 est égal à 7 fois K. Est-ce que ça va? Très bien. Ensuite, de façon naturelle, on sait que n est un multiple, n est un multiple de 1. N'importe quel entier naturel est un multiple de 1, tout simplement parce que n est bien égal à n fois 1, ou à 1 fois n. Et on dit que 1, on dit aussi que 1 est un diviseur de n'importe quel entier n. 1 est un diviseur de tout entier n. Autrement dit, n est divisible par 1. Tout entier n est divisible par 1. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on on vous dit que vous avez un entier naturel n et on vous demande de lister ses multiples. En général, on a tendance à oublier que le plus petit multiple de n, c'est tout simplement combien? 0. 0 est multiple de tout entier naturel. 0 est multiple de tout entier naturel. En effet, 0 est bien égal à n fois 0. Et tout entier naturel, d'accord? Tout entier naturel est un diviseur de 0. Tout entier naturel est un diviseur de 0. Et il y va 0 fois. D'accord? Tout entier naturel est un diviseur de 0. D'accord? Est-ce qu'il y a une remarque? Est-ce qu'il y a une question? Non. C'est parti. Ok. On continue. Alors maintenant, il faut bien sûr connaître certains critères de divisibilité. Alors certains critères de divisibilité, n'est-ce pas?
Alors, en général, on connaît tous, enfin j'espère, le critère de divisibilité par 2. Le critère de divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5. On connaît celle 9 et on connaît moins bien le critère de divisibilité par 7, par 11 et par 13. En principe, on ne les retient pas, mais je vais essayer de lister un peu chacun des critères. Alors, je commence par un nombre. Un nombre est divisible, un entier est divisible par 2 si bien sûr il est pair. Tout entier pair est divisible par 2. Est-ce que c'est bon? Donc tout entier pair est divisible par 2. Maintenant, le critère de divisibilité par 3. Un entier n est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 7. Cet entier-là est forcément divisible par 3 car 7 plus 4 plus 4 égale 15. Et comme 15 est divisible par 3, alors 744 est bien divisible par 3. Et k est égal à combien? Qui peut me dire combien ça fait pour k? Donc 744 est égal à 3k. Avec k égale à combien? 248. Merci. Donc vous faites la somme des chiffres, et si la somme de ces chiffres, la somme des chiffres du nombre est un multiple de 3, alors ce nombre est divisible par 3. Oui, c'est ça Flavie. Il faut que 7 plus 4 plus 4 soit divisible par 3, ce qui est le cas. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Maintenant, quel est le critère de divisibilité par 4? Comment je sais qu'un nombre est divisible par 4? Un nombre est divisible par 4 si je prends le nombre A, B, C, D, E. Ce nombre-là est divisible par 4 si le nombre formé à l'aide des deux derniers chiffres est divisible par 4. Si le nombre DE est divisible par 4, alors ABCDE est divisible par 4. Exemple, 27 2732 est nécessairement divisible par 4, car 32 est divisible par 4. Est-ce que ça va? Donc un nombre est divisible par 4 si le nombre formé à l'aide de ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Bien. Ensuite, critère de divisibilité par 5. Un nombre, seulement les deux derniers, Flavie. Ce nombre-là est divisible par 4. Car 40 est un multiple de 4. Ok. Parfait. Ensuite, critère de divisibilité par 5. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est soit un 0, soit un 5. Si son chiffre terminal est un 0 ou un 5. Ce nombre-là n'est pas divisible par 5. Ce nombre-là est divisible par 5. Ce nombre-là est divisible par 5. Est-ce que ça va? Ensuite, le critère de divisibilité, alors je fais le plus simple, je commence par 9. Donc 9, le critère de divisibilité par 9, un nombre est divisible par 9, un nombre
est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Pourquoi ce nombre est divisible par 9? Car 7 plus 1 plus 1 plus 1 plus 8, là on voit très bien, 9 et 9, ça fait bien 18. Et par conséquent, ce nombre-là est divisible par 9. Est-ce que c'est bon? Maintenant, le critère qui est moins bien connu, c'est le critère de divisibilité par 7. Comment je sais qu'un nombre est divisible par 7? Prenons par exemple le nombre 3199. Bien sûr, j'ai toujours recours à la calculatrice, je peux toujours poser ma division, n'est-ce pas? Je peux toujours poser ma division par 7. Mais là, je vais utiliser plutôt un critère. Dans chacun des cas, je peux effectivement à chaque fois poser la division, hein. Mais c'est pour éviter de poser la division que j'énonce les critères de divisibilité. Est-ce que ça va? Alors, comment je fais pour savoir qu'un nombre est divisible par 7? Qu'est-ce que je fais? Je supprime le dernier chiffre et je prends le nombre restant, c'est-à-dire je fais 319. Et je fais moins le double du chiffre que je viens de supprimer. C'est-à-dire je fais 2 fois 9. Et je fais l'opération, c'est-à-dire 319 moins 18, ça me fait combien? 301. Je réitère le procédé, je réitère mon opération. Je supprime donc le chiffre des unités, le nombre restant, c'est 30. Et je fais 30 moins le double de 1. Et je trouve 28. Et là, je m'arrête. Je sais que 28 est divisible par 7. Par conséquent, 3199 est divisible par 7. Aurore, vous n'êtes pas obligé de retenir le critère. C'est juste à titre d'information. OK? N'est-ce pas? Hein, c'est juste à titre d'information. Hein, c'était pour simplement, comme j'ai une liste, certains peuvent effectivement être intéressés pour savoir ici comment ça se passe. En général, on sait pour 2, 3, 5 et éventuellement 11. D'accord? D'accord. Donc, je répète, pour le critère par 7, vous prenez le nombre, vous supprimez le chiffre des unités, vous prenez le nombre restant, vous prenez le nombre restant, et vous faites le nombre restant moins 2 fois le chiffre des unités. Et vous continuez le procédé. Maintenant, le critère de divisibilité par 11. Comment je sais qu'un nombre est divisible par 11? Comment je sais qu'un nombre est divisible par 11? Alors, je prends un exemple. Alors, vous permettez que je prenne un exemple qui tombe juste. Donc, je vais simplement prendre un nombre assez important. Donc, je prends le nombre 17 479. Alors, pour savoir si cet entier-là est divisible par 11, qu'est-ce que je fais? Un nombre est divisible par 11 si la différence entre la somme de ces chiffres, si la différence entre la somme de ces chiffres de rang impair et celle de rang pair est un multiple de 11. D'accord? Je répète, pour savoir si un nombre est divisible par 11, vous faites la somme de ces chiffres de rang impair. Vous faites la somme de ces chiffres de rang pair. Vous faites la différence. Si la différence est divisible par 11,
alors ce nombre est un multiple de 11. Est-ce que c'est bon? Donc ici, le rang impair, je vais commencer. Donc le rang impair, ça c'est 1, 3 et 5. Ça c'est le rang impair. Donc 1 plus 4 plus 9 moins la somme de ces chiffres de rang pair. 7 plus 7 plus 4 plus 9. 7 plus 7 plus 9. Ça fait ici 5. Ça me fait donc 14 moins 14. Ah, pardon, excusez-moi. Là, j'en ai fait de trop, excusez-moi. Ouais, j'ai été un peu loin. Merci, merci de l'avoir remarqué. Donc ce nombre-là n'existe pas. OK. Et donc là, ça me fait bien ici. Donc, voilà, je me suis trompé. Donc ici, ça me fait bien 14. OK. Et 14 moins 14, ça fait bien 0. Virginie, je me suis trompé. Donc le rang impair. Voilà. Donc, dans certains cas, vous pouvez lire ici ou là. Vous pouvez lire ici ou là, mais ça c'est une faute. Vous pouvez lire ici ou là que un nombre est divisible par 11 si la somme de ses chiffres de rang impair est égale à la somme de ses chiffres de rang pair. Ça, c'est pas vrai. Regardez bien. Si je prends par exemple le nombre, je prends un exemple, je prends le nombre par exemple 605. Vous voyez, 605. La somme de ces chiffres de rang impair, c'est bien 6 plus 5. Et la somme de ces chiffres de rang pair, c'est 0. Vous voyez bien qu'il n'y a pas égalité. C'est pour ça qu'il faut dire, c'est la différence entre la somme de ces chiffres de rang impair et la somme de ces chiffres de rang pair. Là, effectivement, la différence est bien égale à 11, qui est un multiple de 11. Est-ce que ça va? Maintenant, le critère de divisibilité par 13. Comment je sais qu'un nombre est divisible par 13? Je prends par exemple le nombre 5941. 5941. Comment je sais que ce nombre-là est divisible par 13? Je commence par, exactement comme pour 7. Vous supprimez le chiffre des unités et vous prenez donc le nombre restant, c'est-à-dire vous prenez 594. Et vous faites plus, attention, plus 4 fois le nombre restant. Donc 4 fois 1, ce qui fait 598. Vous me suivez ou pas? Et vous réitérez le procédé. Vous réitérez le procédé. Donc vous prenez après 59 plus, et vous prenez 4 fois 8, c'est-à-dire 32. Et ça me fait combien? 59 plus 32, ça fait 91. Est-ce que vous me suivez? Et si vous faites après 9 plus 4 fois 1, et ça fait 13. Et comme 13 est un multiple de 13, alors 5941 est divisible par 13. D'accord? Donc voilà le critère de divisibilité par 13. Prenez le nombre, vous supprimez le chiffre des unités, le nombre restant avec le nombre restant plus 4 fois le chiffre des unités, et vous réitérez le procédé jusqu'à arriver soit à un multiple de 13, soit à un non multiple de 13. Donc voilà pour les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 7 et 13. Bien. Alors, une définition incontournable.
Ludivine, elle me pose la question, elle me dit les critères de divisibilité par 6. Alors là, parce que je rentre dans un détail que je voudrais faire après, d'accord, Ludivine? Parce que 6, on verra tout à l'heure, 6 est égal à 2 fois 3. Donc un nombre est divisible par 6 si il est divisible par 2 et il est divisible par 3. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, tout est important. Alors, les critères de divisibilité, c'est surtout ce que j'ai listé ici. C'est en fait, quand on parle de critères de divisibilité, on s'intéresse à 2, on s'intéresse à 3, on s'intéresse à 5, on s'intéresse éventuellement à 9 et accessoirement à 11. Accessoirement, d'accord? Voilà. OK. Alors, division euclidienne. Pour tout nombre entier naturel, petit a, et pour tout entier naturel, pas tout à fait Laetitia, on reviendra là-dessus. Pour tout entier naturel petit a et pour tout entier naturel non nul petit b, il existe des entiers naturels uniques Q et R tels que A égale BQ plus R, avec R compris entre 0 et B. Attention, B non compris. Petit a est appelé le dividende. Petit b est appelé le diviseur. Q est appelé le quotient. Et R, le reste de cette division. Donc je répète, A est le diviseur. A est le diviseur. Donc A est le diviseur. A est le dividende, excusez-moi. A est le dividende. B, le diviseur. Q, le quotient. Et R, le reste. Attention, R est un entier plus grand ou égal à 0. Si R égale 0, on dit que le nombre A est divisible par B. D'accord? Si R égale 0, alors on dit que A est divisible par B. D'accord? Sinon, R, pour avoir l'écriture d'une division euclidienne, il faut impérativement que petit r soit strictement inférieur à B. Petit r strictement inférieur à B. Alors ici, je vous ai proposé 3 écritures. Est-ce que vous êtes d'accord ici est-ce qu'on peut reconnaître le diviseur, le quotient et le reste? Ici, quel est le diviseur? Quel est le... Alors, le diviseur, c'est combien? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Écrit comme ça, j'ai 2 possibilités. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais encadrer le diviseur. Je peux avoir comme diviseur 157. Pourquoi 157 peut être le diviseur? Car 89, pardon, le reste, est strictement plus petit que 157. Est-ce que ça va? Autrement dit, cette condition est vérifiée. Donc 157 peut être le diviseur. Mais j'ai aussi quoi? Je peux aussi dire que 2588 peut être aussi le diviseur. Pourquoi? Parce que 2588 est aussi inférieur à 89. Supérieur à 89. Est-ce que c'est bon? Donc, écrit comme ça, je ne sais pas lequel des deux est mon diviseur. Je peux avoir 157 comme diviseur, comme je peux avoir 2568
comme diviseur. Pourquoi? Parce que ces deux valeurs-là sont supérieures au reste. En revanche ici, pour cette écriture-là, là, il n'y a pas de... Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Le diviseur peut être ou 79 ou 243. Pour modifier ça, je crois que mon opération était fausse, donc si vous permettez, je vais la reformuler parce que j'ai mal calculé, donc ça fait 19 245. J'écrirai plutôt 244 que multiplie 78. Et là, vérifiez bien que c'est plus, donc 12 plus 213. Donc voilà, c'est plus l'écriture, plus 213, désolé, plus 213. Donc moi, si je n'avais pas fait le calcul avant, ok, plus 213. Et donc là, vous avez compris que le diviseur, n'est-ce pas? Vous avez compris, là, tout à l'heure, j'avais mon écriture était fausse. D'accord? Ce n'était pas tout à fait l'écriture d'une division euclidienne. Ok? Mon écriture était fausse. Donc ici, le diviseur, c'est bien combien? 244. Est-ce que ça va? Le diviseur, c'est bien 244. Et le dividende, c'est bien, comment dirais-je, le quotient, c'est bien 78. Donc B égale 244 et Q égale 78. OK? L'écriture d'une division euclidienne. Et donc là, j'ai aucun problème. Mon diviseur, c'est 189 et mon quotient, c'est 459. D'accord? Donc, alors ici, tout le monde a compris que le reste, j'y viens. Dans les deux cas, le reste, 324, est strictement plus petit que 459. Par conséquent, 459 est mon diviseur et 189 est mon quotient. Est-ce que ça va? Donc ici, si je peux la réécrire autrement, ça fait 87 075 égale B fois Q, B fois Q, plus R. R, voilà. Et donc R, le reste est bien strictement inférieur au diviseur. C'est bon? Donc en général, lorsque vous avez une écriture comme ceci, alors grand N égale, par exemple, 25 fois 78 plus 39. Donc en fait, on peut vous demander de transformer cette écriture pour que ça soit l'écriture d'une division euclidienne. Ça, c'est l'écriture d'une division euclidienne. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est l'écriture d'une division euclidienne. Mais si j'écris ça, ça cesse de l'être, n'est-ce pas? Si j'écris ça, ce n'est plus l'écriture d'une division euclidienne. Donc il faut convertir 82, soit en effectuant la division euclidienne de 82 par 25, soit de 82 par 78. Est-ce que c'est bon? Il y a deux possibilités. Vous effectuez la division euclidienne soit de 82 par 25, par 78, ce qui vous donne 1 fois 78 plus 4,
soit vous effectuez la division euclidienne de 82 par 25, ce qui vous donne 3 fois 25, qui est 75. 75 plus 7, ça fait 82. Donc cette écriture-là, on peut la modifier de deux façons. On peut la modifier de deux façons en écrivant n égale 25 fois 78 plus 1 fois 78 plus 4, ce qui me donne en factorisant n égale 26 fois 78 plus 4. Ou alors on peut écrire grand N égale 25 fois 78 et on effectue la division euclidienne de 82 par 25 plus 3 fois 25 plus 7, ce qui me donne grand N égale 25 plus 3, ça fait 28 fois 78. Là j'ai fait 25 plus, donc ça fait ici 28. Là, est-ce que j'ai fait une erreur? Là, j'ai fait une erreur. 26 fois 78. Là, je mets 25. Donc ici, c'est 25. Alors attention, j'ai fait une petite bêtise. Là, vous m'avez compris. Voilà ce que ça fait d'aller trop vite. Donc là, je mets 25 en facteur. Ça fait 25 que multiplie 81, n'est-ce pas? Plus 7. Est-ce que vous avez compris ma décomposition? C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Sur une copie, il faut bien faire ressortir, il faut bien transformer ça en effectuant la division euclidienne soit de 82 par 78, soit de 82 par 25. Le non, ça veut dire que vous n'avez pas compris? Améline? Ok. Alors, j'étais un peu vite, donc je réécris. Donc n égale, donc je recopie 25 fois 78, d'accord? Je recopie. Et 82, je le remplace par ça, d'accord? 82, ça me fait donc 3 fois 25 plus 7. Est-ce que ça va? Donc là, je vois que je peux mettre 25 en facteur. Est-ce que ça va? Ce qui me donne grand N égale 25 facteur de 78 plus 3 et plus 7. Et 78 plus 3, ça me fait bien 81. D'accord? Ok. Alors, on continue si vous voulez bien. Alors, on continue. Ici, donc, il faut savoir qu'un nombre entier naturel est premier s'il a exactement ou s'il admet exactement deux diviseurs. Un nombre entier naturel est premier si et seulement si il admet exactement deux diviseurs. Et quels sont ces deux diviseurs? Les deux diviseurs de ce nombre doivent être 1 et lui-même. Est-ce que c'est bon? C'est la raison pour laquelle 1 n'est pas premier. Le nombre 1 n'est pas premier. Car 1 admet un seul diviseur, lui-même. Est-ce que c'est bon? Donc 1 admet un seul diviseur, donc il n'est pas premier. Le plus petit nombre premier, est tout simplement combien? Est 2. Et le plus petit nombre premier, le seul nombre premier pair, le seul nombre premier pair, c'est 2.
Tous les autres nombres pairs ne sont pas premiers. Et pour cause, ils sont divisibles par 2. Je répète, le seul nombre pair premier, c'est 2. Tous les autres nombres pairs ne sont pas premiers, puisqu'ils sont tous divisibles par 2, donc ils ont au moins 3 diviseurs. Est-ce que c'est bon? Comment je fais pour... Bien sûr, il faut connaître la liste des premiers nombres premiers. Il y a 2, ensuite il y a 3, ensuite il y a 5, il y a 7, il y a 11, il y a 13. Ensuite, on passe à 17. Ensuite, on passe à 19. Ensuite, on passe à 23, et ainsi de suite. 29, 31, etc. Alors, il faut savoir, il y a une règle qui est très simple. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2, qui n'admet aucun diviseur inférieur à racine carrée de n est premier. Comment je fais pour savoir si 129 est premier? Qu'est-ce que je fais? Je prends ma racine carrée. Je fais racine carrée de 129. Et ça fait combien à peu près? Ça fait combien? Ça fait 11,35. Donc je teste tous les diviseurs. Est-ce que ce nombre est divisible par 2? Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Donc il n'est pas premier. D'accord? Il n'est pas premier. Si je prends 141, racine carrée de 141, ça fait combien? Je vais prendre, alors attendez, je ne dis pas de bêtises, 143. 143. Racine carrée de 143, c'est combien? Oh, merci. On va tester. Est-ce que ce nombre est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Par 5? Non. Est-ce qu'il est divisible par 7? Non. Est-ce qu'il est divisible par 11? Oui. Oui. Donc il n'est pas premier. C'est bon? Oh, vous arrêtez à l'entier inférieur ou égal à 11,95, c'est-à-dire à 11. Exactement, Flavie. Alors attendez, je vais juste en prendre un. Je vais en prendre un qui est premier. Je vais en prendre un qui est premier. Ah, zut. Euh, Vous pouvez tester 113 et 113 est premier. OK? Très bien. Ensuite, décomposition en produit de facteurs premiers. Vous prenez n'importe quel entier naturel. N'importe quel entier naturel a une décomposition unique en un produit de facteurs premiers. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, euh, je prends par exemple, je prends par exemple, ah, zut. Je prends par exemple 2625. 2625. On va décomposer 2625 en un produit de facteurs premiers. Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? J'effectue des divisions successives, n'est-ce pas? Étape numéro 1,
Je dis, est-ce que ce nombre est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? 8, 8 et 2, 10, 8 et 2, 10, et 5, 15. Ce nombre est divisible par 3, n'est-ce pas? Il y va 8 fois. 8 fois 3, 24, ça fait 22, 7 fois. Et il y va 5. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? 8 et 5, 15, et 5, 20. Ce nombre n'est pas divisible par 3. Il est divisible par 5. Ce qui me fait 1, 7 et 5. Est-ce que ça c'est juste? Ce nombre est divisible par 5. Il y va 3 fois. Et divisible par 5. De nouveau divisible par 5. Et 7 est divisible par 7. Et il y va une fois. Par conséquent, 2625 est tout simplement égal à 3 que multiplie 5 au cube que multiplie 7. 3 que multiplie 5 au cube que multiplie 7. Je viens de décomposer en un produit de facteurs premiers le nombre 2625. Non, on ne met pas le 1. On décompose en un produit de facteurs premiers, on ne rajoute pas le 1. N'est-ce pas Stéphanie? Ok. Alors, lorsque le nombre est très petit, n'est-ce pas, quand vous avez par exemple, je ne sais pas moi, un nombre du style, je ne sais pas, un nombre du style 60, vous pouvez le faire de façon un peu rapide. Vous dites 60, c'est, bon, moi, je connais un peu mes tables, mais ça fait 6 fois 10. Après, vous dites 6, c'est 2 fois 3. Et après, vous dites 10, c'est 2 fois 5. Et vous avez 60 qui vous donne 2 au carré fois 3 fois 5. Est-ce que c'est bon? Si vous voulez effectivement gagner. OK? OK. Maintenant, effectivement, on peut être amené à calculer le PPCM ou le PGCD de nombres. On peut calculer le PPCM ou je commence par le PGCD. Je prends deux nombres, un nombre n qui est égal à, un nombre a qui est égal à 2 au cube, que multiplie 3 au carré, que multiplie 7, que multiplie 11 puissance 4. Je prends un nombre b, un entier b qui est égal à 2, que multiplie 3 au cube, que multiplie 5, que multiplie 11 au carré, n'est-ce pas? Donc une fois que vous avez décomposé vos deux nombres en un produit de facteurs premiers, vous serez amené à déterminer soit le PGCD de A et B, soit le plus petit commun multiple de A et B. La méthode est très simple. Pour déterminer le PGCD de nombres, une fois que vous avez décomposé ces deux nombres en un produit de facteurs premiers. Est-ce que tout le monde a compris? Donc là, j'ai passé le cas où j'ai décomposé. Donc je vous donne le résultat. Et donc, pour trouver le PGCD, vous prenez les facteurs qui se retrouvent dans A et dans B. Quels sont les facteurs communs? Là, j'ai 2, là, j'ai 2. Donc j'inscris 2. Vous me suivez? Là, j'ai 3 et là, j'ai 3. J'inscris 3. J'ai 7 ici, mais je n'ai pas 7 ici. Je ne reprends pas le 7. Là, j'ai 5, je n'ai pas 5 ici, je ne reprends pas le 5. Et là, j'ai 11, et là, j'ai 11, j'inscris 11. Et j'affecte chacun de ces facteurs avec le plus petit exposant. Quel est l'exposant ici de 2? C'est 3. Ici, l'exposant, c'est combien? 1. Donc ici, ça sera exposant 1.
Ici, l'exposant, c'est 2. Ici, c'est 3. Le plus petit des deux, c'est 2. Exposant 4, exposant 2, exposant 2. Est-ce que vous avez compris? Pour déterminer le PGCD de deux nombres, étape numéro 1, on décompose ces deux nombres en un produit de facteurs premiers. Pour déterminer le PGCD, vous prenez tous les facteurs communs une fois et vous affectez chacun de ces facteurs du plus petit exposant. Ça, c'est pour le PGCD. Maintenant, le PPCM, cette fois-ci, pour le PPCM, vous prenez tous les facteurs une seule fois, tous. Vous les prenez tous, mais une seule fois. Le 2, le 3, le 5, le 7 et le 11. Est-ce que c'est bon? Vous prenez tous les facteurs une seule fois. Mais cette fois-ci, vous affectez chacun de ces facteurs, vous lui affectez l'exposant le plus élevé. Autrement dit, ici pour 2, ça va être quoi? Pour 2, ça va être quel exposant? 3. Pour 3, de nouveau 3. 7, c'est 7. 5, c'est 5. Et pour 11, et voilà. Donc c'est comme ça qu'on détermine le PPCM. On prend tous les facteurs une seule fois, affectés du plus grand exposant. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, en général, lorsque, lorsque, lorsque on a une fraction, par exemple, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Alors, donnez-moi une seconde que je vous donne des... Pour aller plus vite, je vais faire une chose autrement. Admettons que j'ai cette fraction-là. Une fois que j'ai décomposé mon numérateur et mon dénominateur en un produit de facteurs premiers, vous me suivez? Admettons que mon numérateur, c'est 2 au cube que multiplie 5 que multiplie 7 au carré, et mon dénominateur, c'est 2 que multiplie 5 au carré fois 11. D'accord? Pour simplifier cette fraction, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Donc, simplifier une fraction, vous cherchez le PGCD du numérateur et dénominateur. Ici, vous voyez très bien que le PGCD, c'est quoi? C'est 2 fois 5. Est-ce que ça va? Donc, vous simplifiez le numérateur et le dénominateur par le PGCD, ce qui va vous donner 2 au carré. Le 5, on simplifie, fois 7 au carré, sur le 2, vous simplifiez, et il vous reste 5 fois 11. Le résultat, ça fait 4 fois 49, n'est-ce pas, sur 5 fois 1. Autrement dit, vous avez une fraction, simplifiez la fraction a sur b. Pour simplifier la fraction a sur b, vous la simplifierez à l'aide du PGCD de a et b. Merci Laetitia. A et B. Est-ce que c'est bon? Donc, en général, dans des petits exercices, on peut être amené à par exemple, décomposer une pièce pour éventuellement carreler une pièce. Vous voulez carreler une pièce et donc vous voulez des carreaux. Vous allez chercher le PGCD de la longueur et de la largeur, par exemple. Euh,
je crois que dans ma dernière planche, n'est-ce pas, les filles vont me rappeler les fameux bus. Il y a les bus qui passent, il y a deux bus qui passent il y a un bus qui passe toutes les 3 minutes, c'est ça? Voilà. Par exemple, vous avez, dans le cas, vous avez deux bus, par exemple, qui passent, l'un qui passe toutes les 6 minutes, à un arrêt, hein. On est à un arrêt, et l'autre il passe toutes les 8 minutes, n'est-ce pas? Et par exemple, supposez à midi, d'accord, à 12 heures, une personne observe que les deux bus arrivent en même temps. C'est-à-dire, à midi, les deux bus sont au même arrêt. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Je répète, vous avez deux bus qui, comment dirais-je, ont une fréquence de passage à un arrêt toutes les 6 minutes. L'un toutes les 6 minutes et l'autre toutes les 8 minutes. D'accord? Et à 12 heures, on observe qu'ils sont à l'arrêt tous les deux. Question, à quelle heure vont-ils se retrouver au même arrêt au même moment? À quelle heure seront-ils de nouveau au même arrêt? Vous avez compris? Ok. Vous êtes devant chez vous, Norella. Vous êtes devant chez vous, d'accord? Vous êtes devant chez vous, n'est-ce pas? Et à midi, vous voyez que le bus A et le bus B sont devant chez vous, à cet arrêt-là, à midi, tous les deux. D'accord? Ils sont tous les deux, d'accord? Et vous savez que la planche, l'horaire des deux bus, vous savez que le bus A a une fréquence toutes les 6 minutes. Il repasse par le même arrêt toutes les 6 minutes. Et le bus B repasse par le même arrêt toutes les 8 minutes. Vous avez compris? Le bus A sera de nouveau à l'arrêt A, à cet arrêt, dans 8 minutes, dans 6 minutes. Ok. La question est, à quelle heure vont-ils se retrouver de nouveau dans cet arrêt-là? D'accord? Si c'est possible. Eh ben, en fait ici, puisque l'un, puisque l'un c'est 6 minutes, l'autre c'est 8 minutes, on va chercher le plus petit commun multiple de 6 et de 8, le PPCM. Le PPCM, le plus petit commun multiple de 6 et 8, tout le monde a compris que c'est combien? 6, si vous décomposez 6 en facteur premier, c'est 2 fois 3. 8 en facteur premier, c'est 2 au cube. Tout le monde a compris que le PPCM de 2 au cube, c'est 2 au cube fois 3, c'est-à-dire 24. Est-ce que tout le monde a compris que le plus petit commun multiple, c'est 24? Le plus petit commun multiple de 8, eh bien, à 12h24, n'est-ce pas? À 12h24, les deux bus seront au même arrêt. Les deux bus seront de nouveau au même arrêt à 12h24. Là, j'ai utilisé le PPCM. On me dit pourquoi on n'utilise pas le PGCD dans ce cas-là. Mais vous voulez utiliser le PGCD de 6 et 8, n'est-ce pas? Ça vous donnerait quoi? Le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, c'est combien? C'est 2. Et qu'est-ce que vous faites avec 2? Et qu'est-ce que vous faites avec 2? Vous faites rien du tout. En fait, vous pouvez l'utiliser, mais simplement en l'utilisant, il faut que ça vous donne, il faut que ça fasse suite à un raisonnement, n'est-ce pas? Vous avez compris que le diviseur ici n'a aucun sens. J'ai écrit l'exercice pour vous donner une deuxième situation. D'accord? Je vous donne l'exercice. Voilà. On veut répartir, je le dicte, hein, d'accord? Je l'écris rapidement. On veut répartir, on veut répartir
la totalité de 760 dragées au chocolat. On veut répartir la totalité de 760 dragées au chocolat, donc dragées au chocolat, et 1045 dragées aux amandes, d'accord? Aux amandes, dans des sachets, ayant la même répartition, dans des sachets ayant la même répartition de dragées au chocolat, et aux amandes. Donc je répète, on veut répartir 760 dragées au chocolat et 1045 dragées aux amandes dans des sachets ayant la même répartition. C'est-à-dire dans chaque sachet, je dois avoir le même nombre de dragées de chocolat et de dragées aux amandes. Question. Peut-on faire 76 sachets? Question numéro 1. Peut-on faire 76 sachets? Question numéro 2. Quel est le nombre maximal? Quel est le nombre maximum? Quel est le nombre maximum de sachets? Désolé, j'écris très vite. De sachets. Quel nombre maximum de sachets peut-on réaliser? Quel nombre maximum de sachets peut-on réaliser? Voilà un exemple. OK? Alors, on y va. D'abord, question. Est-ce qu'on peut faire 76 sachets? Est-ce qu'on peut faire 76 sachets? Pourquoi on ne peut pas faire 76 sachets? Parce que 760, est-ce que 760 est divisible par 76? 760 est divisible par 76. Donc je peux mettre 10 dragées au chocolat dans chaque sachet. Mais est-ce que 1045 est divisible par 76? 1045 n'est pas divisible par 76. Par conséquent, je ne peux pas réaliser 76 sachets. Est-ce que vous m'avez compris? Et donc la question qui est posée maintenant, quel nombre maximum de sachets peut-on réaliser? Eh bien, le nombre maximum de sachets que l'on peut réaliser, c'est tout simplement le PGCD de combien? De 760 et de 1045. Et vous m'avez dit 80 combien? 95. Alors dites-moi, 760 est égal à combien de fois 95? 760 est égal à combien de fois 95? À 8 fois 95. Et 1045 est égal à combien de fois 95? 11 fois 95. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire concrètement, je peux confectionner 95 sachets dans lesquels je mettrai 8 dragées au chocolat, et 11 dragées aux amandes. Exactement. Est-ce que vous m'avez compris? Je peux donc confectionner, réaliser
95 sachets. Dans chaque sachet, je mets 8 dragées au chocolat et 11 dragées aux amandes. Est-ce que c'est bon? Et tous les sachets contiennent le même nombre de dragées. Alors bien entendu, le but de cette séquence, c'est pas de faire 36 000 exercices. Le but, c'est de rappeler l'essentiel. Je suis désolé de pouvoir, il faut que je continue pour finir ma présentation. D'accord? Ok. Il y a beaucoup d'exercices que l'on peut faire, malheureusement, mais ça, je vous renvoie à plein de thèmes que j'ai déjà traités. Voilà, donc malheureusement, cette séquence, elle doit se limiter à l'essentiel. Donc là, c'est juste pour répondre à une attente, parce qu'on m'a demandé de donner un exemple. Donc voilà, par exemple, un exemple de PPCM, le cas des bus, et voilà un exemple d'utilisation du PGCD dans le cas d'une vous avez des bouquets de fleurs, vous voulez faire mettre des bouquets de fleurs avec le même nombre de fleurs, etc. C'est des questions classiques au CRPE, mais vous avez une tonne d'exercices là-dessus. OK? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses que je voudrais encore faire. C'est que, alors ici par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est, il faut bien sûr savoir caractériser un nombre pair. Il faut savoir caractériser un nombre pair et un nombre impair. Un nombre pair et un nombre impair. Il est très important de savoir qu'un nombre pair, un nombre est pair, un nombre est pair, s'il est de la forme 2 fois k, avec k entier naturel. Est-ce que ça va? Un nombre est pair s'il est de la forme 2 fois k entier naturel. Un nombre est impair s'il est de la forme 2k plus 1 et k entier naturel. Un nombre est impair s'il est de la forme 2k plus 1. Question. Exemple. Si n est pair, alors... Ah oui, j'ai oublié une propriété très importante. Alors, si petit n est divisible, si petit n est divisible par un entier b, ou par un entier a, et si petit m est divisible par le même entier a, vous me suivez ou pas? Je répète, si petit n est divisible par un entier petit a, et si petit m est divisible par un entier petit a, il faut savoir que la somme n plus m, c'est très important, est nécessairement divisible par a. Est-ce que ça va? Alors, preuve rapide, preuve. Si petit n est divisible par a, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que n égale à k fois a. Est-ce que ça va? Si petit n est divisible par a, je vais l'appeler K1. K1. Si petit m est divisible par a, c'est qu'il existe un entier que j'appellerai K2.
fois A. Est-ce que c'est bon? Ça traduit que n est divisible par A, et ça traduit que m est divisible par A. Vous avez compris que K1 et K2 sont deux entiers différents, puisque n et m sont différents. Est-ce que c'est bon? J'aurais pu, si certains préfèrent, j'aurais pu utiliser la lettre n égale P fois A, P entier, et M égale Q fois A, et Q entier. Est-ce que ça va? Et donc, si je fais la somme, on a vu ça hier, si je fais la somme n plus M, est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à PA plus QA? Je mets A en facteur, et ça me donne quoi? P plus Q fois A. Est-ce que tout le monde a compris que ça, c'est un entier? Et donc, il est bien de la forme K fois A. Par conséquent, la somme est bien, divisible par A. D'accord? Maintenant, le produit n fois m. C'est quoi n fois m? C'est P fois A que multiplie Q fois A. Mais on sait que la multiplication est une opération commutative et associative. Vous n'avez aucun mal à comprendre que n fois m, je regroupe P fois Q que multiplie A. Et ça, c'est mon entier K. Et donc, le produit est bien divisible par A. Donc, je répète, si un entier n est divisible par A, si un entier m est divisible par A, la somme n plus m est divisible par A. La différence n moins m est divisible par A. Le produit n fois m est divisible par A. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très, très, très important. Alors, si je vous dis 21 est divisible par 7, 21 est divisible par 7, et j'écris, je ne sais pas moi, 42 est divisible par 7, il est normal que la somme 63 soit divisible par 7. Voilà ce que ça veut dire. Il est normal que 21 fois 42 soit divisible par 7. Il est normal que 42 moins 21 soit divisible par 7. Voilà ce que ça veut dire. Il faut retenir aussi ceci. Le produit, le carré d'un nombre pair, le carré d'un entier pair est pair. Le carré d'un entier pair est pair. Le carré d'un entier impair est impair. Preuve. D'accord? Preuve. Je prends un entier n. Il est pair. Il est donc de quelle forme? 2k, oui ou non? Je prends un entier n. Il est pair. Il est de la forme 2k, oui ou non? Je prends le carré de 2, de n. C'est égal à 2k au carré. 2k au carré, ça fait quoi? 4 k au carré. Est-ce que ça va? Donc, il est bien de la forme 2 fois 2k au carré. Tout le monde a compris que ça, c'est un entier. Donc, ça veut bien dire que n2 est pair. Si n est pair, son carré est pair. Si n est impair,
son carré est forcément impair. La preuve. Identité remarquable. Je développe. Ça fait 4k carré plus le double produit. 2k fois 1, ça fait 2k. 2k fois 2, ça fait 4k. Plus 1. Je mets 2 en facteur. Ça me fait bien 2 facteurs de quoi? De 2k carré plus 2k plus 1. Tout le monde a compris que ça, c'est un entier. C'est bien de la forme 2m plus 1. Donc ce nombre-là, le carré d'un nombre impair, est impair. Voilà la preuve. Ok. Alors, malheureusement, l'heure tourne. Ce dont je n'ai pas parlé. Lorsque vous avez deux nombres premiers entre eux, deux nombres sont premiers entre eux si leur P, G, C, D est égal à 1. Pourquoi 8 et 21 sont premiers entre eux? Attention, 8 n'est pas premier, 21 non plus. En revanche, 8 et 21 sont premiers entre eux. Est-ce que vous faites la différence entre être premier et premier entre eux? Deux nombres premiers entre eux n'ont pas à être premiers à la base. Deux nombres sont premiers entre eux si leur P, G, C, D est égal à 1. Le plus grand commun diviseur de 8 et 21, c'est 1. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, juste un tout petit... Alors, est-ce que ce nombre-là, est-ce que j'ai un nombre qui est égal à n au carré moins 4? Est-ce que ce nombre-là peut être premier? Est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'un nombre de la forme n au carré moins 4 peut être premier? Alors très rapidement, regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que un nombre premier est un nombre, qui admet simplement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc un nombre premier par définition, il s'écrit toujours comment? Par exemple, 7 est premier. Je peux l'écrire comment? 7 fois 1. D'accord? 13 est premier, je peux l'écrire 13 fois 7. 13 fois 1. Est-ce que ça va? Donc un nombre premier admet deux diviseurs 1 et lui-même. Donc il peut s'écrire 7 fois 1, 13 fois 1. Est-ce que c'est bon? Donc si un nombre P est premier, il peut s'écrire combien? P fois 1. Est-ce que c'est bon? Question. Est-ce que n au carré moins 4 peut être premier? Ben vous dites n au carré moins 4, c'est une différence de carré. Est-ce que c'est bon? N au carré moins 4 s'écrit comment? N moins 2, facteur de quoi? N plus 2. La seule possibilité pour que n au carré moins 4 soit premier, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que n au carré moins 4 soit premier? Il faut que parmi ces deux-là, j'ai un 1 et j'ai un nombre premier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je mets n, si je mets ici, si je mets n égale 3, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si n égale 3, là j'ai combien? 3 moins 2. Et là j'ai quoi? 3 plus 5. 3 plus 2, pardon. Et donc ça fait bien 1 fois 5. Donc le seul nombre premier de la forme n au carré moins 4, c'est lorsque n égale à combien? Lorsque n égale à combien? À 3. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre.
Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'avoir 1 fois un nombre premier. Est-ce que c'est bon? Ok. J'aime pas trop le mot bof, mais bon, on va essayer d'expliquer. Hein? On va essayer d'expliquer. Alors, je, je reprends. Tout nombre premier, n'est-ce pas? Tout nombre premier, n'est-ce pas? Tout nombre premier est de la forme, toujours le nombre premier fois 1. Ça, vous l'avez compris. Donc ici, il faut que je m'arrange. Il faut que je m'arrange pour que là, il faut que un de ces facteurs soit 1. Il faut que un de ces facteurs, il faut que un de ces facteurs soit égal à 1. Est-ce que c'est bon? Ben, le plus petit des deux, d'accord? Il faut que un de ces facteurs soit égal à 1. Donc ça peut être ou celui-là, ou celui-là. Mais si je prends celui-là égal à 1, c'est pas possible. Parce que ça me fait n égale moins 1. Vous me suivez ou pas? Ça me fait n égale moins 1. Donc je vais prendre l'autre, je vais faire un test. Je vais prendre l'autre facteur égal à 1. Donc j'écris n moins 2 égale 1. Vous me suivez? Et je calcule n et je trouve combien? 3. Est-ce que ça va? Je trouve 3. Donc si je mets à la place de n, je mets ici 3, ça me fait bien 1 ici. Et là, ça me fait 5. Et ce nombre-là est bien premier. Donc n4, n au carré moins 4 est premier. N au carré moins 4 est premier. Si n égale 3. Et ce nombre, c'est, et ce nombre est égal à, et ce nombre est égal à quoi? N au carré moins 4, c'est-à-dire à 5. Vous voulez que je reprenne ou vous avez compris cette fois-ci? Je répète encore une fois, quand vous avez un nombre premier, c'est forcément, si vous le décomposez, c'est 1 fois le nombre. Donc ici, pour qu'il soit premier, je dois avoir 1 fois le nombre. Donc, soit ce facteur doit être égal à 1, soit celui-là est égal à 1. Je suppose que celui-là égale 1, je pose l'opération, ce qui veut dire que n égale moins 1. Or, n est un entier naturel. Donc ça, c'est pas possible. Ok? Et donc, l'autre facteur égal à 1, c'est possible. N égale 3, ça marche. Voilà, c'est juste un petit détour. Alors, maintenant, tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de 6. Donc, pour démontrer, c'est très important, pour démontrer qu'un nombre est divisible par 6, pour montrer qu'un nombre est divisible par 6, il faut montrer un nombre est divisible par 6. Il faut montrer qu'il est divisible, il faut montrer que ce nombre, il faut montrer que ce nombre, il faut montrer que ce nombre est divisible par 2 et divisible par 3. Un nombre qui est à la fois divisible par 2 et divisible par 3 est forcément divisible par le produit des deux. Est-ce que ça va? Un nombre qui est divisible à la fois par 2 et par 3 est divisible par le produit. Attention, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Car 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc un nombre est divisible par 6 s'il est à la fois divisible par 2 et divisible par 3. Voilà, c'était pour répondre à la question tout à l'heure. Bon, je suis obligé d'écourter la séance, malheureusement, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue. L'objectif, c'était de se limiter à l'essentiel. Voilà, en tous les cas, je remercie tout le monde d'avoir participé. Je vous dis donc à une prochaine fois. Et je retrouverai le groupe, comme d'habitude, le mercredi
à 20h30. Allez, je vous dis bonne journée et pensez au confinement et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. 20h30. Là, on rentre dans le cycle de la préparation complète. Voilà, c'est le groupe qui suit la préparation depuis le début de l'année, en fait. Ben, les vidéos, celles que je poste, elles sont sur Norella sur YouTube. Après les autres, nous avons le site ecrpe.com, d'accord? ecrpe.com où effectivement il y a un espace abonné, ok? Où là il y a plus de 900 vidéos en fait. Il y a plus de 900 heures de séances enregistrées. Ok. Allez, je vous dis bonne journée et à très bientôt.